Une déclaration explosive venue du Niger secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Le général Tiani accuse directement le président Alassane Ouattara ainsi que d'autres figures politiques, dans un contexte marqué par des attaques djihadistes, des rivalités internationales et une montée inquiétante des tensions communautaires. Mais que se joue-t-il réellement derrière ces accusations? Dans cette vidéo, nous analysons les faits et les conséquences possibles pour la stabilité régionale, notamment en Côte d'Ivoire, où certaines réactions menacent la cohésion sociale. Like et abonne-toi pour suivre nos analyses sur l'actualité africaine. Par la suite, il y a eu la déclaration incendiaire du général Tiani, et puis ensuite, il y a eu la revendication de l'attaque par le groupe État islamique. Alors du coup, on a dit, Tiani a dit n'importe quoi, s'en est pris à Macron, à Ouattara et à Talon, et il aurait dû tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. C'est pas le cas, à votre avis? Alors, moi, non, c'est pas ça, c'est que réponse du berger à la bergère et du berger à la bergère, il y a eu ce communiqué des services de renseignement de la Fédération de Russie qui, répétons-le, est sans précédent et qui laisse entendre clairement que dans cette affaire, les djihadistes ont été instrumentalisés et, pour ne pas le dire clairement, armés, financés pour perpétrer cette attaque. Bon. Moi, la question simple que j'aimerais poser aux téléspectateurs et à vous, messieurs, c'est franchement, honnêtement, est-ce que nous pouvons sérieusement penser que les islamistes ont envie de prendre Niamey? Je me suis posé la question en 2013 lorsque le président de l'époque en France, François Hollande, nous a expliqué que les djihadistes étaient en train de fondre sur Bamako. Mais moi, c'est pas parce qu'on me raconte quelque chose que je suis obligé de le croire. En 2013, je me suis dit, mais voyons voir, est-ce que les djihadistes avaient intérêt à prendre Bamako? Parce qu'une fois qu'on prend la ville, après, il faut l'occuper, il faut la gérer avec une population franchement hostile, c'est intenable. Quel était leur intérêt? En 2013, les djihadistes, ils avaient intérêt à prendre la base de Sévaré, mais là, en 2026, l'État islamique avait-il intérêt aujourd'hui à prendre Niamey? Peut-être dans 2-3 ans, mais là, au point où ils en sont. Eh bien, quand on commence à réfléchir à cette question, on se pose beaucoup de questions. Cette question en entraîne d'autres. Et donc, clairement, moi, j'aimerais qu'on récapitule la séquence qui commence en quelques jours, et ça s'accélère, avec la réception à Paris de Mahamat Idriss Déby. C'était déjà pas évident, puisque c'était un président qui avait défroqué, qui avait chassé la France, qui avait rompu les accords. On s'en souvient très bien. Là, c'est la normalisation. Le lendemain, il y a l'attaque. Le lendemain, il y a les déclarations de Tiani. Et puis 2 jours après, il y a le communiqué des services secrets russes qui est sans précédent. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. On est en train de nous balader, nous, les journalistes. Parce qu'évidemment, on n'a pas d'infos. On n'est pas sur place. Et comment le faire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde, sommes tous conscients ici, et nos téléspectateurs avec nous, ce qui se joue dans cette partie de l'Afrique, c'est un véritable jeu d'influence sur ce territoire entre la Russie, certainement les Occidentaux, et qui sont en train de devenir les Américains. Nous en sommes tous conscients. Mais pourquoi aujourd'hui, de façon exceptionnelle, les services de renseignement russes produisent un communiqué, ce qu'ils ne font jamais? Ouais. Moi, on m'a appris que quand un test est produit, il y a un objectif. Et derrière ces objectifs, il y a un enjeu ou des enjeux. C'est évidemment clair qu'aujourd'hui, il y a un jeu d'influence. Ce que tu viens d'évoquer, pour moi, ce n'est pas anodin. Ce rapprochement, ou bien ce réchauffement des relations entre N'Djamena et Paris, certainement ou possiblement, ont une relation évidente avec ce qui s'est passé à N'Djamena, possiblement. Ce qui s'est passé avec comment on appelle ça là, ces Russes, ces mercenaires russes qui sont basés sur l'aéroport de Niamey, qui défendent bec et ongle ce dépôt d'uranium que tu l'as précisé, Arano et les autorités nigériennes se disputent. C'est une évidence qu'aujourd'hui, et c'est les Russes qui ont défendu, hein, c'est clair. Si les Russes n'étaient pas là, parce que Gianni même le dit, hein, oui. Ça laisse penser que si les Russes n'étaient pas là, c'était niqué. Désolé. Ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Non, quand on regarde cela,
il est clair que ce qui se joue dans cette partie de l'Afrique, c'est un jeu d'influence. On ne peut pas présenter l'information d'un camp comme si c'était l'information et l'information d'un... Non, je vais revenir sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe. Et l'information d'un autre camp comme une sous-information. Pour finir sur ces réactions de quelques hurluberlus à Abidjan, qui se sont permis de menacer, de faire des communiqués, des vidéos pour menacer la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Je trouve que le fait que le procureur de la République, pour l'instant, n'ait pas encore réagi, pour moi, c'est au-delà du caractère nauséeux de ces déclarations de ces groupuscules qui se réclament proches du président Alassane Ouattara. Ils se font appeler les Moro d'Ado. Pour moi, c'est indécent, c'est nauséeux. On ne peut pas laisser ce type de discours prospérer dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Est-ce que la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire est responsable des déclarations du président Tchani? Non, nullement. Et puis en faisant ça, est-ce qu'ils savent que dans ce pays-là, ils pensent que les Ivoiriens vivent seulement qu'en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger? Il y a des centaines de milliers d'Ivoiriens qui vivent là-bas. Est-ce qu'on sait qu'en s'attaquant à leur communauté, les communautés nigériennes, on met en danger, en péril nos compatriotes qui vivent dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest? Il faudrait que, je dis ça, pour moi, c'est quelques idiots et imbéciles, excusez-moi chers téléspectateurs, qui ont pris ce propos-là, qui ont pris cette parole. Le procureur de la République devait y mettre véritablement une sorte de bémol pour éviter que d'autres individus encore puissent penser que dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, on peut s'élever et menacer de mort ou d'attaquer ou de s'en prendre aux biens ou aux vies d'une communauté étrangère en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que dû à une déclaration tout aussi nauséeuse de son président. Un souci aussi de garantir le bon voisinage entre les États. J'aimerais vraiment revenir sur la question du Tchad. Alors, on n'a pas d'informations précises à ce stade. Pour éviter que ça s'apprête à du complotisme, je pense qu'aujourd'hui, la visite du président tchadien à Paris s'inscrivait de ce qu'on sait, oui, dans l'optique peut-être de réchauffement de relations entre Paris et N'Djamena, mais aussi il faut rappeler qu'en Afrique centrale, il y a aussi la question de la dette de la zone CEMAC aujourd'hui. Le dernier sommet, je pense, a été une interpellation de Paris. Derrière, je pense aussi que le président Macron veut retrouver son influence dans la zone de l'Afrique centrale et aussi la situation au Soudan. Donc, je remettre dans le contexte pour éviter que nos propos soient repris aujourd'hui et interprétés d'une certaine manière. Je vais m'attarder, Président, sur ce que vous avez évoqué, notamment c'était ma prochaine question, sur, je dirais, la stabilité de la communauté nigérienne aujourd'hui. Jean-Marie, vous avez évoqué aussi ce sujet. Est-ce que finalement, le risque de cette escalade verbale, ce n'est pas une crise communautaire, que ce soit au Bénin comme en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà répondu, Président. Non, oui, mais moi c'est clair, c'est clair. Et puis pour Jean, pour revenir, c'est que le président disait, en tout cas, c'est vraiment dommage que jusqu'à présent on n'ait toujours pas de communiqué du procureur pour essayer d'entendre déjà ces différentes personnes qui se sont exprimées là, et puis les entendre aussi sur peut-être les actions qu'ils souhaitent mener. Parce qu'ils ont clairement dit qu'ils donnent un ultimatum, je crois, de 3 jours, pour que cette communauté-là puisse se désolidariser des propos du président, donc du général Tchani. Donc pour moi, il y a un problème surtout que le mal, il est tellement profond, que je vais essayer de regarder un peu plus loin. Vous savez, je vais revenir encore sur l'histoire du Burkina. Lorsqu'on a eu la sortie du capitaine Ibrahima Traoré, on n'a pas eu de communiqué de ces gens pour venir pour attaquer la communauté burkinabé. Non, ils ne l'ont pas fait. C'est ce genre de personnes-là, on leur met le mot à la bouche. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas un accord des gens, de certaines personnalités, ils ne vont pas le faire. Et moi, l'idée, c'est de mener des enquêtes pour savoir qui sont ceux qui sont derrière ces personnes-là. Parce qu'ils ne se lèvent pas comme ça pour poser des actes. Ils le font, je dirais, sur commande. Et donc, l'idée, c'est de chercher à savoir qui sont les véritables, les véritables commanditaires de ce genre de choses. Ce sont ces personnalités-là qui vont mettre le président Ouattara dans le sale, parce que derrière, tous les actes qui seront posés seront mis sur le compte du président Ouattara. Et donc, le procureur, normalement, doit se dire, mais assez rapidement, pour essayer de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi. Voilà, on a vu, il s'appelle comment, le secrétaire général du PDC qui lors de son meeting à tout le monde a tenu des propos. On l'a accusé d'avoir tenu des propos, je dirais, tribalistes, xénophobes et tout. Mais c'est pour les propos que ces gens sont tenus là. C'est probablement ça dans la haine de l'autre. Non, tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire un choix politique.
C'est son droit. S'il veut se prononcer, il ne se prononce pas, c'est son droit. Il a le droit de ne pas se prononcer sur ce genre de choses-là. Il décide de ne pas se prononcer, c'est tout. Pourquoi vouloir obliger les gens à se prononcer? Donc, le procureur il doit se saisir rapidement de cette histoire-là pour qu'il puisse éclaircir, pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. Et donc, quand Cette affaire dépasse peut-être une simple accusation politique. Selon toi, que cache réellement la sortie du général Tiani? Dis-le en commentaire et partage la vidéo pour ouvrir le débat.